Bonjour, bonjour, bonjour. Le pape est au Maroc. Alors heureusement que c'est pas Rika Zaraï qui s'est fait pape, sinon on l'aurait appelé le paprika. Ça c'était pour la vanne du matin. Je me suis levé d'un bon pied, je me suis trouvé une petite vanne tout seul. Je me suis dit tiens, faut que je leur dise. Et puis donc il est au Maroc, mais il est au Maroc pour une visite surprise, on va dire, et pour quelque chose qui m'a relativement étonné, c'est qu'il a souhaité rencontrer Sa Majesté Mohamed VI puisqu'ils sont d'accord tous les deux, puisque vous savez que Mohamed VI et le roi de Jordanie ont refusé de reconnaître le Golan, territoire israélien. Donc le pape est venu faire une petite visite et finalement ils sont d'accord tous les deux pour justement dire que Jérusalem doit rester une ville multiculturelle avec les trois religions. Car évidemment vous comprenez bien que l'heure est grave, hein, ils sont en train de vouloir détruire la mosquée Al-Aqsa, donc d'éliminer totalement l'islam de Jérusalem, et ils vont faire pareil avec les églises ensuite derrière. Donc évidemment, il est très important que le pape, qui est lui le représentant des chrétiens catholiques du monde, rencontre le commandant des croyants sunnites du monde. Je sais que vous êtes pas mal de musulmans à regarder ma chaîne et à me dire que c'est faux, que Mohamed VI n'est pas le commandant des croyants. Si, il l'est. Que ça vous plaise ou non, c'est un descendant direct du prophète, hein, et donc vous devez le respecter en tant que tel. Et donc ces deux représentants de ces deux immenses peuples, on peut le dire, catholiques et sunnites, parlent d'une seule voix pour dénoncer ce sionisme qui veut un monde unipolaire, qui veut un Jérusalem unireligieux, totalement hébraïque, totalement juif, hein, vous l'avez compris. Et d'ailleurs j'en profite pour répondre à quelqu'un qui a fait une réflexion sur une de mes vidéos, qui a dit que Poutine n'était absolument pas un contre-pouvoir au nouvel ordre mondial et que c'était une illusion et que c'était en fait finalement du cinéma. Non, c'est partiellement juste et partiellement faux. Poutine n'est pas contre un nouvel ordre mondial, il est pour que le monde s'ordonne, ils deviennent meilleurs, je pense, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'on peut tous être d'accord avec finalement un idéal d'un nouvel ordre qui rendrait le monde meilleur. Je pense que personne ne pourrait s'opposer à un idéal pareil. Sauf que Poutine, lui, ne veut pas un nouvel ordre basé sur le contrôle du monde par la finance, déjà d'une part, et il ne veut pas d'un nouvel ordre mondial unipolaire. Il veut un nouvel ordre mondial multipolaire, c'est-à-dire où chaque nation a sa souveraineté et apporte son génie, finalement, au monde. Hein, où chaque peuple a aussi son identité et apporte son génie au monde. Donc moi, c'est une vision d'un nouvel ordre mondial que moi, je partage personnellement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tandis que de l'autre côté, du côté de l'Occident, qui est de l'Occident sioniste, il faut le dire, qui est à la botte totale du sionisme et du talmudisme, totale, que ce soit les protestants, que ce soit voilà, ou que ce soit finalement les sionistes du monde, ils dirigent l'Occident, ils sont sionistes. Hein. Ils ont une vision, ils veulent un nouvel ordre mondial unipolaire, avec une capitale mondiale. C'est ce que dit, il insiste bien, Philippe de Villiers. Je vous ai fait un montage vidéo hier sur ses propres dires. Il insiste bien là-dessus. Ils veulent un nouvel ordre mondial, qui est un nouvel ordre mondial, on va dire, des marchés. Hein, c'est donc la finance qui doit tenir ce nouvel ordre, dont la capitale est. Mais lui, il ne dit pas où, hein, mais Attali le dit, c'est Jérusalem. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que c'était les sionistes qui dirigeaient l'Occident, ils ne dirigent pas le monde, ils dirigent l'Occident. C'est clair, c'est clair, c'est clair, 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 très clair, 300 000 fois clair. C'est Rothschild qui finance Israël, c'est Rothschild qui impose cet idéal, alors avec ses pions derrière. Bien entendu que l'un de ses pions est Soros. Hein, je vais compléter les dires de M. Philippe de Villiers qui ne va pas au bout des choses, bien entendu qu'il le sait très bien que c'est Rothschild qui dirige dans l'ombre, évidemment. Et lui, il dit c'est Soros. Soros qui est déjà extrêmement dangereux, qui peut déjà tous nous faire buter, aussi bien lui que moi, mais qui a autre chose à foutre. Peut-être même qu'il est déjà mort, comme le dit Benjamin Fulford, mais ça n'a pas spécialement d'importance. En réalité, ce qui compte de savoir, c'est que c'est Rothschild qui dirige derrière. Et quand on dit Rothschild, peut-être que même Rothschild, un jour, il va mourir, mais il aura une descendance. Mais la question n'est pas là. Comprenez bien que quand moi j'en dis Rothschild, je cible pas tous les Rothschild du monde. Parce qu'il y en a en France, il y en a partout des Rothschild.
C'est pas, il y a des Rothschild pauvres qui vivent pas, mais c'est l'idéologie rothschildienne. C'est ça que moi j'entends, si vous voulez. C'est-à-dire cet idéal dont je parle depuis plusieurs vidéos déjà, qui est justement de ce que je viens de dire, de créer un nouvel ordre mondial basé, comme le dit Attali, sur les marchés, sur les finances, sur la banque, et cette mainmise bancaire, complètement sioniste, hein, la Goldman Sachs, la Fed américaine. Bon, il me semble que c'est quand même clair, le président de la Goldman Sachs qui disait lui-même qu'il accomplissait le travail de Dieu, sauf qu'il n'a pas dit de quel Dieu. Évidemment que son Dieu, c'est Yahvé. Oui, Goldman Sachs, ça ne peut pas être, vous voyez. Et non, on n'a pas le même Dieu. C'est ça le problème. C'est ça, le problème, il est là. Poutine et Goldman Sachs, Poutine ou Rothschild n'ont pas le même Dieu. Je sais que c'est compliqué à comprendre et à admettre. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont me dire « mais tu connais vraiment rien, t'es vraiment un débile ». Très bien, je ne connais rien. Si vous voulez me traiter d'ignare et de connard, il n'y a pas de problème, allez-y, mais passez votre chemin. C'est pas la peine d'écouter, de perdre votre temps. Ne soyez pas encore plus bête que moi à passer du temps à m'écouter. Maintenant, ceux qui trouvent que ce que je dis a une logique, Poutine et les gens qui sont d'accord avec lui, dont je suis, et le monde rothschildien n'ont pas le même Dieu. C'est là où Trump se gourre, c'est là où peut-être le pape se gourre, c'est là peut-être tous les musulmans du monde qui pensent pouvoir cohabiter à Jérusalem avec les sionistes se gourrent aussi à mon avis, c'est qu'on n'a pas le même Dieu. Autant les musulmans et les chrétiens ont le même Dieu, ils ont même le même Messie, autant là non. Je sais que vous ne comprenez pas, je sais que vous allez me dire mais le Dieu de la Bible c'est bien le Dieu des chrétiens. Ah ben, ça reste à démontrer. Ça reste à démontrer parce que Jésus est quand même venu nous dire il y a quelques petits trucs, c'est pas tout à fait ça. Il a dit tiens, il a dit dans les vieilles écritures c'est bizarre quand même. Il a dit comme ça. Il a dit il y a des choses bizarres, hein. Parce que Jésus il en a fait des déclarations quand même, hein, aux pharisiens. Il leur a dit race de vipères, vous avez rien capté, vous avez rien bité à ce qu'on vous a dit. Il a quand même parlé comme ça quand même, Jésus. Il a quand même dit vous avez les clés du matérialisme et de ce monde, mais vous n'avez pas les clés des royaumes supérieurs. Il leur a quand même dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend quoi, ça? Je vous ferai une vidéo sur l'autre chaîne, la vidéo d'éveil. Je vais vous faire une vidéo débrief, si je puis dire, des propos de Jésus. Vous allez voir que c'est très intéressant. Parce que quand il dit aux pharisiens, vous avez les clés de la réussite matérielle, ils les ont toujours. Hein. Eh oui. Ceux qui travaillent avec les kabbalistes, qui se servent de la kabbale dans un sens matérialiste, n'oubliez pas que la kabbale peut aussi servir dans un sens spirituel, d'éveil et de connaissance. Il y en a aussi qui s'en servent pour des réussites matérielles. Toutes les grandes entreprises qui ont des logos basés sur la géométrie sacrée, ça ne veut pas dire que la géométrie sacrée est satanique, attention, ne confondez pas tout, mais tous ceux qui utilisent des symboles particuliers ont une vibration particulière et sont faits à partir des clés, justement, que détiennent une partie de la communauté juive, une partie. Et donc, oui, ce monde unipolaire que veulent les Rothschild et tout ce qui va autour, Rothschild, Soros, Goldman Sachs, vous comprenez bien que moi quand je dis Rothschild, ça englobe toute cette idéologie-là, hein, talmudiste, de domination mondiale avec un messie qui va venir que pour eux, pas pour les musulmans, pas pour les chrétiens, pas pour les athées, et certainement pas pour les non-juifs en réalité, c'est-à-dire pas pour les goïms. Eux, c'est cet idéal-là qu'ils défendent. Et pour que ce Messie puisse venir, il faut qu'il n'y ait plus de chrétienté ni d'islam à Jérusalem. C'est écrit dans leur Talmud. Vous ne pouvez rien y faire. Or, le monde rothschildien fait tout pour appliquer le Talmud. Je sais que vous êtes beaucoup à ne pas me croire, vous n'êtes pas obligé de me croire d'ailleurs, vous pouvez vérifier. Ils sont en train, et Trump est en train de travailler dans ce sens-là. Trump cire les pompes à Netanyahou. Voilà. C'est clair ou c'est pas clair, moi, pour moi c'est évident. Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que Macron, lui, a déclaré, je mets mes super lunettes, il a déclaré, excusez-moi, voilà, Macron insiste sur le refus de reconnaître la souveraineté d'Israël dans le Golan. C'est quand même étonnant. C'est-à-dire que Macron, finalement, serait le moins sioniste, ce qui finalement n'est pas étonnant quand on a lu sa tronche au dîner du CRIF,
qui n'a pas spécialement apprécié qu'on lui prenne la main de force. Il serait probablement le moins sioniste de tous dans l'histoire. Je sais que ça peut paraître incroyable, mais puisqu'il a quand même été financé que par la communauté de lumière, hein, Drahi et j'en passe. Hein. D'ailleurs, je vous avais dit qu'il y a quelques semaines et quelques mois en arrière que j'avais des informations comme quoi Drahi le lâchait. Hein. Non seulement il le lâche, mais il a la haine après lui. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus, hein, ce sont des confidences qu'on m'a faites. Toute l'équipe de Drahi et toute l'équipe de gens qui ont financé, qui ont placé Macron, savent qu'il est fini. Il est fini. Mais, je terminerai, je vais revenir là-dessus, Macron insiste sur le fait de refuser de reconnaître la souveraineté d'Israël dans le Golan et de bien insister sur le fait qu'on ne peut... qu'il est, pour lui, la solution du conflit israélo-palestinien passe sans aucune autre condition par la reconnaissance de deux États, israéliens et palestiniens. C'est la position de la France depuis longtemps. Et c'est étonnant parce que c'est une position qui est juste, à mon avis. Et c'est peut-être, ceci explique peut-être cela. Peut-être qu'aujourd'hui, si monsieur se fait lâcher, peut-être que c'est parce que lui ne fait pas le travail de Trump, ne lèche pas suffisamment les godasses. Peut-être que c'est aussi une partie, une des raisons, parce qu'en fait, l'autre raison qui fait qu'aujourd'hui Macron se fait lâcher, c'est parce que le système voit que il est cuit. Plus personne ne veut de lui. C'est fini. C'est-à-dire que le peuple français ne revotera jamais pour lui. C'est comme Valls, vous voyez, à force d'avoir trop léché les pompes, vous avez une mauvaise haleine. C'est ça, comme disaient des proches, les gens qui sont mauvaise langue ont mauvaise haleine. Donc là, il a tellement dit de conneries, le père Macron, excusez-moi, c'est pas un manque de respect de dire le père Macron, c'est pas méchant, qu'il a tellement dit de choses qui sont inacceptables de la part d'un président envers son propre peuple qu'aujourd'hui, oui, le système considère qu'il a mauvaise haleine. Ouais. Donc, ils savent qu'il est inéligible et qu'il ne servira plus à rien. Sarkozy s'était dit, on hésite, qu'est-ce qu'on fait? On le dézingue avec tous les dossiers qu'il a sur le dos, qu'est-ce qu'on fait? On le termine, on l'achève ou pas? Puis ils se disent, attends, on va le garder sous le coude, on ne sait jamais, donc pour l'instant, on fait traîner un peu les affaires pour lui, on va voir, on ne le condamne pas tout de suite. C'est ça qui se passe. En réalité, ça aurait été une personne lambda comme vous et moi, il aurait déjà des peines de prison, il devrait passer déjà plusieurs vies déjà. Mais là, non, on le garde sous le coude parce qu'on se dit, attends, parce que Hollande, ils sont pas dupes, ils savent que Hollande il est grillé. Mais comme Hollande n'a pas fait trop de trucs condamnables, à la limite il l'ignore. Mais ils se disent, attends, que si le petit là, il devient très impopulaire, on va peut-être faire revenir l'autre petit. Et c'est pour ça que pour l'instant, ils se gardent Sarkozy sous le coude. Sarkozy qui a quand même dit hier, je crois, sur BFM TV, ça finira mal pour M. Macron. Lui qui disait il y a 1 an, c'est moi en mieux. Peut-être que je me suis dit, peut-être que finalement, tu as eu de la chance, tu t'es arrêté en chemin, finalement, Nicolas. Parce que si tu trouves que lui, c'est toi en mieux, et qu'en 1 an et demi, il est déjà à un point où effectivement, il risque de se faire buter par le système et de finir comme Kennedy, et ça ne sera pas quelqu'un du peuple. On va dire que c'est un gilet jaune ou quelqu'un de ça qui va lui tirer dessus, mais en réalité, ça sera le système, bien entendu, comme Kennedy, si ça lui arrivait. Ce que je ne lui souhaite pas, en réalité. Je ne souhaite rien de mal à Macron. Il faut qu'il parte, c'est tout. Mais bon, il a fait son travail. Il a été mis en place pour faire ce travail. C'est pas lui le responsable. Le responsable, c'est ceux qui sont derrière. Et qui sont derrière depuis 250 ans. Mais Sarko a quand même dit que ça finira mal pour lui. Parce que pourquoi? Parce qu'il se fait primo, il se fait lâcher par tout le monde. Deuxio, il se fait lâcher par ses propres équipes dans le gouvernement, et il se fait lâcher par les gros poissons qui ont mis des millions d'euros et des dizaines de millions d'euros sur lui. C'est-à-dire des gens qui attendent des rétributions. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, vous le savez. Aujourd'hui, c'est des gros poissons, des gros milliardaires, d'ailleurs c'est des milliardaires qui ne sont pas français, sauf peut-être 1 ou 2, qui lui ont mis des dizaines de millions d'euros sur sa campagne, et avec tous les médias à l'appui, dois-je faire le tableau, qui aujourd'hui, finalement, n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ils savent qu'ils n'auront pas ce qu'ils espéraient, parce qu'ils savent que Macron est terminé, et ils le lâchent. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans le monde des affaires. Quand c'est plus rentable, on lâche. Et qu'aujourd'hui, il n'a plus que 2 choix, Macron. Soit il continue à s'accrocher, et c'est ce qu'on m'a dit il y a 3 semaines, on m'a dit il va continuer à s'accrocher à un certain moment jusqu'à ce que ça soit plus possible. Moi, je vous ai dit, à mon avis, il va lâcher fin d'année 2019.
C'est-à-dire quand Jupiter va rentrer dans le signe du Capricorne. Je sais que... Voilà. Parce que comme lui-même s'auto-proclame Jupiter, et que le Capricorne est le signe de la retraite, et le signe de la solitude, et le signe de l'ermite, de celui qui va aller se planquer sur une montagne pour réfléchir à ce qu'il a fait, ça sera le moment pour lui, je pense. Donc ça ne serait pas du tout étonnant que vers le mois de novembre, il décide finalement de prendre sa démission, ce qui à mon avis serait mieux pour lui. Voilà. Parce que s'il s'accroche, il peut continuer à s'accrocher, dans ces cas-là, ça pourrait devenir dangereux pour lui. Parce que le système, je pense, ont déjà prévu le plan B depuis longtemps, comme disait Attali, on espère d'ici 2022 un grand mouvement populaire. Donc vous voyez que tout est fait pour pousser les gens à aller dans la rue. Hein. Je ne dis pas que le mouvement des Gilets jaunes est manipulé, que tout est fait pour qu'il y ait un mouvement populaire. Ça, oui, ça, j'ai jamais dit le contraire. J'ai toujours dit que tout était fait pour que les gens s'opposent les uns aux autres. Les musulmans et les non-musulmans, les gens de banlieue et les gens qui bossent. Pardon, je parle des racailles de banlieue, je parle pas des gens... Parce qu'il y a des gens en banlieue qui travaillent et qui me disent à chaque fois que tu parles de la banlieue, tu nous traites tous de racailles, mais nous on travaille. Je fais pas d'amalgame, je sais très bien qu'il y a des gens en banlieue qui travaillent. Quand je dis banlieue, je parle d'affrontement, je parle des racailles de banlieue. Il n'y a pas de racailles dans le monde paysan. Hein, bon, et donc tout est fait depuis des années pour que tous les Français, puisque maintenant tout le monde est français, ça s'affronte. Hein, donc ça fait longtemps que je le dis, tout est fait pour qu'on pousse les gens finalement à se révolter, évidemment. D'ailleurs, je me demandais ce que vous attendiez depuis tant de temps. Mais c'est pas pour autant qu'on a forcé les gens à mettre des gilets jaunes et à les défiler tous les samedis. Certainement pas, ça c'est un vrai mouvement populaire. Mais comme le dit Attali, on espère un mouvement populaire et on espère une révolution d'ici 2022. Donc vous voyez que le plan B est déjà prévu depuis longtemps. Ils se sont dit si le petit Macron n'y arrive pas, on a notre plan B derrière, avec notre programme. Et le programme, ça va être quelque chose de pire si on les laisse faire. Pourquoi ? Parce que Macron n'a fait depuis 1 an et demi, et Sarkozy aussi, et Hollande aussi, que ce que l'équipe qui est derrière leur ont dit de faire, le démantèlement de la France. Donc, s'ils enlèvent Macron, parce qu'il n'a pas réussi, vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas vous mettre quelqu'un d'un coup du jour au lendemain qui est hyper nationaliste et hyper protectionniste et qui va être souverainiste. Non. Ils vont vous mettre quelqu'un qui aura l'air peut-être de ça, mais qui fera tout le travail en sous-marin pour continuer à dézinguer la France, en réalité, et à servir cette Union Européenne qui est en réalité en train de mourir. J'en ai la preuve, comment ? Le président chinois, il est venu. Il n'a pas traité avec l'Union Européenne pour acheter tout ce qu'il a envie d'acheter, là. Le président chinois, il vient, il a traité directement avec les pays nationaux, avec le Luxembourg, avec l'Italie, il a acheté des trucs directement au président de chaque pays, parce qu'il ne veut pas passer de traité avec l'Union Européenne. Donc l'Union Européenne, sur le plan politique et sur le plan, finalement, du marché mondial, ne vaut rien, peanuts. L'Union Européenne n'existe pas. Il n'y a pas de langue européenne, de langue unique. Chaque partie de l'Europe parle une langue. Il n'y a pas de culture européenne unique. Chaque pays a sa culture. Donc, cette Union Européenne est cuite parce qu'ils ont voulu faire un super État avec toutes les identités nationales et les cultures nationales et les langues. Et ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Il y avait trop de niveaux d'abord, de niveau de vie, d'écart de niveau de vie. Entre la Roumanie et la France, c'est x10 hein, au niveau du pouvoir d'achat. Donc ça ne peut pas marcher. Maintenant, on sait très bien qu'on aurait pu faire une super Union européenne des nations, c'est-à-dire avec les pays souverains, qui restent avec leur président souverain, des frontières. À la limite, pourquoi pas dézinguer les frontières, garder les frontières internes avec moins de surveillance, garder une monnaie commune, pourquoi pas dans la mesure où on garde aussi une monnaie nationale. Ça aurait fonctionné. Mais faire une monnaie unique, hein, qui ne peut pas fonctionner avec des pays, comme je viens de l'expliquer, qui ont un pouvoir d'achat qui est 10 fois moindre que d'autres, je vois pas comment ça peut marcher. L'euro n'a été fait que pour un seul pays en Union Européenne, c'est pour l'Allemagne. C'est tout, il n'y a que eux qui peuvent s'en sortir avec l'euro. Ça a été démontré par tous les économistes. D'ailleurs, entre parenthèses, les Anglais, quand ils faisaient partie de l'Union Européenne, c'est toujours le cas, n'ont jamais voulu rentrer dans l'euro. Ils ont toujours gardé leur livre sterling, parce qu'ils ne sont pas cons les Anglais, contrairement à nous. Et ils savent calculer eux, vous voyez. Et donc, ça aurait pu parfaitement marcher. Et dans ce cas, oui, l'Union Européenne des nations aurait pesé très lourd
on aurait pesé très lourd avec la richesse de la France, la richesse de l'Allemagne, la richesse de l'Angleterre, la richesse de l'Italie, même si l'Italie c'est bon. Mais l'Espagne, c'est des richesses quand même. Et là, on aurait pu aider les pays, on se serait aidé entre nous, la Grèce, machin, ils n'auraient pas fait faillite comme ça. On les aurait aidés, machin et tout. Là, on les a endettés, on a laissé la banque arriver, prendre ce qu'ils ont à prendre avec leur usure. Ils sont en train de prendre les îles de la Grèce, ils sont en train de piller la France, les autoroutes. Vous savez qu'il est question de nationaliser, de privatiser les routes nationales avec peut-être un péage sur les routes, sur les nationales françaises. Vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous, ils sont en train de penser à ça. Ils vont privatiser les routes françaises, vous allez devoir payer un péage sur la route. Hein, et bientôt, certainement, le parc ferroviaire, ça ne m'étonnerait pas du tout aussi qu'on privatise les trains, pour qu'on vous remette des trains dans les petites communes, puisqu'ils sont en train de les supprimer. Hein. Et tout ça, là, si on avait été une Europe des nations souveraines, et si on avait gardé notre souveraineté, notre monnaie, on n'en serait pas là. Et si on n'avait pas laissé les Rothschild nous passer de la loi 73, on n'en serait pas là non plus. Et les Rothschild, c'est eux qui ont passé Macron, je tiens quand même à vous le rappeler. Donc, pas seulement Macron, mais aussi Giscard, mais aussi Pompidou, et c'est toujours eux qui sont derrière. Donc si on ne les avait pas laissés faire depuis le départ, on n'en serait pas là. Seulement comme les gens roupillent. Hein. Alors, je vais demander à tous les gens qui sont éveillés, et dont les proches, la femme, le mari, la famille roupillent littéralement, et les amis roupillent, de partager en masse la vidéo que j'ai mise hier sur Philippe de Villiers, où il dit que Soros dirige l'Union Européenne et que tout le monde se couche devant. C'est vrai que ce sont les ONG de Soros qui payent les passeurs, les bateaux pour les migrants. Ce sont les ONG de Soros qui déstabilisent l'Ukraine, qui déstabilisent la Hongrie, etc., etc., et j'en passe. C'est vrai, mais Soros, il obéit à quelqu'un. Soros, c'est pas lui. C'est derrière. Voilà, donc montrez-leur de Philippe de Villiers, parce que comme c'est quelqu'un qui a été politicien, qui connaît tous les grands de la politique française, ça a quand même plus pignon sur rue que quand c'est moi qui le dis. Montrez-leur, expliquez-leur ce qui se passe. C'est pas possible qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, en 2019, il y a encore des gens qui ne comprennent pas. Ça n'est pas admissible. Ça n'est pas admissible. Vous ne devez pas admettre ça dans votre cercle familial, amical. Vous ne devez pas accepter ça. Si vous voulez, parce que souvent, vous me posez la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Partager l'information. Obligez les gens, ceux qui se posent des questions, montrez-leur les bonnes choses. Dites-leur, attends, je vais t'éviter de te poser 500 000 questions parce que moi je cherche depuis longtemps et je suis tombé sur ça. Voilà, ça résume tout. Tiens, plaf. Et là, tu as De Villiers qui t'explique que c'est Soros qui donne ses ordres à tous les dirigeants européens. Ça va pas plus loin, c'est pas la peine d'aller plus loin. Est-ce que Salvini a raison, est-ce que c'est un facho? Mais on s'en fout, la question n'est pas là. C'est pas là la question. Si aujourd'hui il y a Salvini, si aujourd'hui il y a une montée du nationalisme dans tous les pays européens, c'est parce que les peuples ne veulent pas de ce système bancaire qui font rentrer des migrants pour pouvoir avoir des esclaves en réalité moins chers. C'est ça la vérité. Le peuple ne veut pas être remplacé et ne veut pas que ce soit la banque qui dirige. Enfin, le peuple, en tout cas, veut que les pays retrouvent leur souveraineté, leurs frontières et leur monnaie, même s'ils n'ont pas encore tous pigé ça. Voilà. Et donc, c'est le plus important, c'est ça, c'est de sortir de l'emprise de quelques familles, qui sont 26 à se partager le gâteau de 90% des richesses du monde, c'est quand même hallucinant, hein. Et c'est ça le problème. C'est pas Salvini, c'est pas de savoir si Marine Le Pen elle est facho, ou de savoir si Philippot est facho ou pas. Il n'y a pas plus de fascisme chez Philippot qu'il y a de sionisme chez moi. Il n'y a pas de débat. Quand les mecs de la France insoumise disent qu'ils ne veulent pas parler avec Philippot parce qu'il ne parle pas avec les fachos, mais c'est grave qu'ils en soient là. Ils devraient eux-mêmes se mettre ensemble. Il n'y a pas à discuter, oui, nous on est de gauche, mais oui, mais moi je suis nationaliste. Mais on s'en bat les couilles. Mettez-vous ensemble pour lutter contre la finance, si vous voulez nous montrer vraiment que vous êtes patriotes. Parce que c'est ça le cœur du problème. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite en France aujourd'hui. Sarkozy nous dit, ça va mal finir pour Macron, donc il faut que la droite soit prête parce que ça va basculer, donc les gens vont revenir vers la droite conservatrice. Ce qui n'est pas faux, hein. Ouais, mais c'est pas vers la droite qu'ils vont se remettre les gens. Ils vont aller vers des valeurs nationales, ils vont aller vers des valeurs de protection du pays. C'est pas de gauche ni de droite. C'est plus de droite que de gauche, c'est vrai. Mais c'est surtout qu'ils vont vouloir revenir à quelque chose où ils vont pouvoir avoir un peu de décision. Ils vont récupérer un peu
leur esprit démocratique, ils vont récupérer leurs libertés individuelles, parce que là, on est en train de virer à la dictature. Elle est quand même claire et nette. C'est déjà une dictature bancaire, c'est une dictature étatique. On ne peut plus rien dire sur Internet. Facebook est en train de tout ficeler, tout museler. Vous êtes tous surveillés. Les gens qui ont écrit des trucs un peu violents se font convoquer au tribunal, c'est grave. Oh. Je pense pas que ce soit pire en Chine. Hein. Je pense pas. Hein. Je pense pas qu'en Russie, ce soit pire non plus. Hein. Je crois pas. Donc, il est temps de revenir à autre chose. Maintenant, tant qu'on aura derrière les gens qui tiendront la France par la dette et qui sont les gens qui imposent cette dictature, on ne pourra jamais s'en sortir. Que l'on vote pour Mélenchon, qu'on vote pour Le Pen, ça sera pareil, parce qu'ils sont soumis, tous les deux, au même. Il faut sortir de ça. Alors vous aimez bien sortir de ça comment ? Eh ben, il faut trouver d'autres représentants du peuple français. Et des représentants du peuple français qui ne sortent pas d'école et qui n'ont pas fait de pacte avec la Fed américaine. Et qui n'obéissent pas au diktat du sionisme talmudiste, qui ne veulent pas travailler pour Israël, qui ne veulent pas d'un monde unipolaire où la capitale sera Jérusalem. Il faut absolument avoir des hommes politiques qui défendent ça et qui disent nous non. Nous on est plus dans la lignée de Poutine à la limite, on est plus d'accord pour avoir un nouvel ordre mondial basé sur un monde multipolaire où chaque nation a son mot à dire, a son souverain, a ses frontières, a sa monnaie. Nous on est plus d'accord avec cette vision du monde. Et du nouvel ordre mondial dans ces cas-là, oui. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous disais, oui, à chaque fois qu'on parle de nouvel ordre mondial, c'est tout de suite, le nouvel ordre mondial sataniste, luciférien, gna gna gna. Mais non ! Je vous ai expliqué 150 fois, il y aura un nouvel ordre mondial. C'est inévitable, parce que c'est une histoire d'évolution et d'énergie cosmique qui sont en train aujourd'hui de s'activer sur notre planète. Hein ? Je ne vais pas revenir ici, si vous voulez qu'on en parle vraiment, on en parlera sur un live que je ferai sur la chaîne d'éveil. Mais il y aura un nouvel ordre mondial. Le tout est de savoir lequel. C'est ce que je vous ai dit de nombreuses fois. Si on donne aujourd'hui la clé aux musulmans, ils vont nous faire un nouvel ordre mondial musulman, avec la charia. Ne me dites pas l'inverse. C'est ce qui se passera. Toutes les femmes seront obligées de porter le voile, toutes les femmes, vous serez obligés de faire le ramadan, vous serez obligés de... Ne me dites pas le contraire. Si vous êtes musulman, vous me dites le contraire, vous êtes de mauvaise foi. Moi, j'habite dans un pays musulman, je vois comment ça se passe. Le ramadan, c'est dans un mois. Dans un mois, toute activité économique va s'arrêter. Pendant un mois. Bon, c'est un choix. Pas toute activité à 100%, mais il y a une grosse partie de l'activité économique qui va s'arrêter. C'est un choix. Il y a des pays qui sont musulmans, qui décident de suivre ça. Très bien, ils ont le droit. Moi, je ne discute pas là-dessus. C'est une période, peu importe, c'est une période où les gens ont envie de s'épurer, ou ont envie de travailler sur eux-mêmes. C'est très bien. Ils font comme ils veulent. Mais si on leur donne les clés du monde, et qu'on leur dit, allez-y, tiens, ils vont faire un monde musulman, un nouvel ordre mondial musulman. Ne me dites pas le contraire, c'est vrai. Si on donne les clés aujourd'hui aux juifs, ils vont faire la même chose. Ils vont faire un nouvel ordre mondial basé sur peut-être, je sais pas, sur le commerce, j'en sais pas sur quoi, mais ils feront un nouvel ordre mondial qui ressemble peut-être à celui qu'on est en train d'essayer de nous imposer en Occident, puisque je dis que l'Occident est tenu par le sionisme. Si on donne les clés à Poutine, il fera un nouvel ordre mondial multiculturel, comme je l'ai dit, multipolaire, etc., etc., etc. Quel nouvel ordre mondial voudrons-nous ? La question est là. Est-ce que c'est la vision poutinesque qui va gagner ? Ou est-ce que c'est la vision netanyahesque ou rothschildienne ? La question est là. C'est à vous de vous situer et c'est à vous d'essayer de comprendre. Moi, je suis là que pour mettre un peu de lumière sur ce bordel mondial, parce que pour beaucoup de gens, c'est un bordel mondial. Je ne suis là que pour essayer de mettre un petit peu de lumière à mon petit niveau, parce que c'est complexe. Et c'est tout, je ne peux rien faire de plus. Je vous remercie de m'avoir écouté, en tout cas. Ce soir, n'oubliez pas qu'on est en live. Donc ça va être, je ne sais pas quelle heure, peut-être 22h, à peu près par là. Il y aura un live sur la chaîne Jim Leveilleur Live. On se retrouve sur Facebook EVK à Jim Leveilleur. Et on se retrouve sur Discord lundi soir normalement. Mais je vais faire un live avec Karim pour vous tenir au jus, vous donner des nouvelles du Zincoin, car ça avance énormément, figurez-vous. Et bien sûr, de très 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 bonnes nouvelles. Donc on va vous les donner. Et vous allez comprendre pourquoi je ne pense pas m'être trompé, parce que ça prend une très très bonne direction. Voilà.
Merci pour les tipeurs et à ce soir. Ciao. Quoi, il est déjà 14h45, putain.